Alors, rebonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Donc, je reprends. Nous allons donc démarrer avec la conférence intitulée « Les sources de financement du développement touristique ». Et donc, cette conférence a pour objet de pouvoir nous donner des clés, des outils, des méthodes pour pouvoir structurer des dossiers de financement pour financer nos projets, vos projets, dans le secteur touristique. Alors juste pour faire un sondage à main levée, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont justement des projets, qui souhaitent développer des projets dans le secteur touristique? Ah, donc vous êtes au bon endroit, soyez bien concentrés. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Donc pour en parler, Monsieur Salim Orouy-Yerima, associé fondateur de Yerima Advisory, expert en structuration financière et accompagnement de projets publics et privés. Monsieur Luc Olivier Yegba, fondateur de Bantou Conseil, spécialiste en levée de fonds et optimisation de projets de transformation. Monsieur Loïc Kouaté, Loé, c'est comme ça qu'on prononce? Exact. Bon, très bien. Head of Investment chez Tudigo, acteur de l'investissement participatif et à impact. Messieurs, de nouveau, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, avant de poursuivre avec les questions, j'aimerais donc rendre compte de certains chiffres, certaines données pour pouvoir poser le cadre de notre échange cet après-midi. Donc, en préparant notre échange, j'ai découvert donc une étude qui rapportait donc les pays africains qui reçoivent aujourd'hui le plus d'investissements dans le secteur du tourisme. Et donc, est-ce que la régie, s'il vous plaît, peut partager donc la slide sur l'étude en question qui présente donc les pays africains recevant le plus d'investissements dans le secteur du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous partager, s'il vous plaît, le graphique pour que notre audience puisse suivre aussi facilement? Le temps que la régie partage, j'apporte une petite précision parce que les choses évoluent vite pour qu'on ne vienne pas attraper mon call après. Donc avec Tudigo, je suis en discussion pour potentiellement arrêter la mission avec eux et me concentrer sur Infinite Capital. Alors, attendez, je vais vous donner mon micro peut-être. Alors, je pense qu'il va falloir que tu hausses un peu le ton. De les gronder un peu. Question qu'on puisse aussi attirer toutes les personnes qui sont à l'extérieur. C'est ça. Pour qu'elles viennent prendre place. Ok, très clair. Donc, je disais, pour éviter qu'on attrape mon call, en discussion avec Tudigo pour potentiellement arrêter de me focaliser sur Infinite Capital, qui est la banque d'affaires que j'ai montée il y a à peu près 1 an. Pour accompagner des entreprises dans leur financement, 25% sur le continent et un peu plus de 70% en Europe. Donc, juste petite précision d'intro pour que, à la fin, on n'attrape pas ma veste, quoi. Voilà, merci. Merci. Alors, la régie, s'il vous plaît, on a un problème de micro. On n'entend pas très bien le micro de nos intervenants. Si, on entend. On entend. Est-ce que vous pouvez faire un test micro? Non, on est en train de faire le test. Et il va falloir aussi le temps. Donc, c'était toi, Loïc. Ah, écoute, on va voir. Okay. Alors, on va poursuivre. Je ne sais pas si la régie, vous pouvez nous partager la slide, le graphique que vous nous avez partagé il y a quelques instants sur les pays africains qui reçoivent donc le plus d'investissement dans le secteur du tourisme. Sinon, c'est pas grave, on va poursuivre. Je vais vous donner les tendances. Donc, on a l'Afrique du Nord donc, qui se situe en tête, suivi par l'Égypte, largement en tête. Et puis, derrière, on a donc le Nigeria, l'Éthiopie. Et je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais voilà, la tendance aujourd'hui nous dit que l'Afrique du Nord donc, est la destination qui reçoit le plus d'investissements, notamment dans le secteur hôtelier. Alors aujourd'hui, ce qu'on souhaite comprendre, c'est pourquoi certains porteurs de projets peinent à trouver des financements, peinent à accéder au financement pour, dans le cadre de leurs projets touristiques. Et donc notre échange va s'articuler principalement autour de 3 axes. Dans un premier temps, nous aimerions que vous puissiez nous partager donc, les critères et les méthodes pour structurer des projets touristiques bancables. Ensuite, revenir donc, sur cette question, je viens de le dire à l'instant, pourquoi certains secteurs, certaines zones, certains segments attirent le plus les investisseurs et justement, quels sont les segments et les filières
dans de la chaîne de valeur touristique qui sont le plus porteurs, disons. Et le troisième axe de notre échange, quels sont les partenariats à envisager et les innovations financières pour pouvoir donc débloquer tous ces projets et en l'occurrence donc débloquer les financements. Quels sont les critères et les méthodes? Donc du coup, premier axe de la discussion. Salim, je vais me tourner vers vous, notre aîné. Salim, donc je rappelle que vous accompagnez donc depuis plusieurs années des organisations dans la structuration dans la structuration de financement stratégique. Au regard de votre expérience, Salim, est-ce que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que les bailleurs examinent en priorité lorsque on se présente face à eux avec un projet, un dossier pour pouvoir donc financer nos projets dans le secteur du tourisme en Afrique? Entendu. Bonjour à tous déjà pour commencer. Merci pour votre présence. Pour répondre à votre question, il y a différents critères qui sont analysés par les bailleurs. Il y a des critères qui sont assez évidents pour tous et il y en a d'autres qui sont souvent négligés. Le critère évident, la rentabilité. Les bailleurs ne financent que des projets rentables. Rentables durablement. Donc la rentabilité se regarde sur du long terme. Donc ça, c'est un critère que tout le monde a en tête. Ensuite, si je décline les autres critères en essayant de les classer du plus évident au moins évident, on va avoir le deuxième critère qui sera le côté environnemental, RSE, le côté impact vert. Donc maintenant, tout le monde l'a en tête. Je vous rassure, ce n'est pas un effet de mode, ça va vraiment rester. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Troisième critère, le côté social, inclusion, diversité. Est-ce que ce projet va créer de l'emploi? Est-ce que ce projet intègre la jeunesse? Est-ce qu'il intègre les femmes, les hommes? Est-ce qu'il revitalise un quartier, une région, un pays? Donc ce côté social est de plus en plus pris en compte par les bailleurs. Un autre critère, le critère gouvernance. D'accord. Qui fait quoi? Qui prend les décisions? Qui exécute? Qui contrôle? Qui a la responsabilité? Qui reçoit les intérêts in fine? C'est-à-dire qui finalement, vers qui le capital va remonter. Donc toutes ces questions-là de gouvernance sont hyper importantes et je pense probablement très structurantes en Afrique. Donc d'une manière générale, la gouvernance, la plupart des dossiers n'insistent pas assez sur ce volet-là, gouvernance. Voilà, surtout sur des sujets de lutte anti-blanchiment, corruption, etc. La gouvernance est clé. Et finalement, le dernier critère sur lequel je voudrais partager mon expérience avec vous, c'est le côté stratégique, le côté vision long terme. Pourquoi? Votre projet peut être parfait, intrinsèquement, en valeur absolue, mais s'il ne s'inscrit pas dans une dynamique collective, il ne sera pas financé. Aujourd'hui, vous avez un projet pour, je sais pas, revitaliser un quartier en créant, j'ai pas d'idée, un musée. Même si votre projet est parfait, s'il y a déjà un musée, ça ne marchera pas. D'accord? Donc il ne faut pas considérer votre projet comme une individualité, mais comme un tout, et essayer de l'inscrire dans un plan plus large. Voilà, j'ai un projet d'acheminement de touristes d'une zone A vers une zone B parce que je suis très fort en logistique, en gestion, en déplacement des hommes et des femmes, j'ai des bus verts, tout ça. Mais oui, mais si en zone B, il n'y a rien pour les touristes ne viendront pas. Donc, est-ce qu'il y a à côté de votre projet un projet de développement de la zone B? Vous voyez, donc le côté stratégique, on prend du recul, on regarde dans quoi s'inscrit mon projet est clé. Donc voilà, désolé, je suis un peu long, les critères, rentabilité, impact vert, impact social, gouvernance et stratégie d'ensemble. Donc là, vous venez donc de nous partager les critères que les bailleurs regardent, examinent en premier pour pouvoir se pencher, se décider du moins à financer ou non les projets. Mais très concrètement, comment est-ce qu'on structure un dossier de financement? Vaste question, vous n'allez pas parler, hein, je suis désolé.
Non. Tu sais que tu es l'aîné et tu parles avec beaucoup de légitimité. Non, je vais essayer d'insister simplement sur 2 ou 3 points. Le premier point, le business plan. Ça paraît évident pour tout le monde, il faut un business plan. Mais le business plan en lui seul, en lui-même, ne suffit pas. Il faut qu'il soit sur une durée parlante, donc c'est souvent du long terme. Un business plan où vous montrez que votre projet est rentable au bout de 2 ans, on ne va pas y croire. Les projets se regardent sur la durée. On va être autour de 7, 8, 10 ans, peut-être même 15 ans selon les projets. Et surtout, ce sur quoi je voulais insister pour ne pas être trop long, votre business plan, je vous recommande de le faire auditer. Très important, l'audit du business plan, la revue de ce business plan par un conseil externe expert. Pourquoi ? Parce qu'on a tous envie d'avoir des business plans magiques, mais vous aurez plus de crédibilité si ce business plan a été tamponné par un expert qui confirmera au bailleur qu'il a regardé et que ça va dans le bon sens. D'accord ? Donc le business plan, très important. L'autre volet sur lequel aussi, qui peut être un facteur clé de succès, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est mon 5e point, c'est est-ce que votre projet s'inscrit dans une vision globale, et si vous arrivez à l'inscrire dans un plan national, voilà, chaque pays pour le tourisme a un plan sur 10, 15, 20 ans, ça prend du temps, c'est long. Si vous arrivez à inscrire votre projet dans ce plan, vous aurez de fortes chances d'être financé. Parce que ça aura de la valeur, ça sera crédible. Donc finalement, le business plan, mais pas que, et comme vous venez de le souligner à l'instant, la rentabilité sur le long terme. Luc Olivier, je me tourne vers vous. Dans la continuité de ce que Salim vient d'exposer, vous avez accompagné donc des levées de fonds stratégiques. On a présenté donc les critères, les méthodes que les bailleurs, donc sur lesquelles les bailleurs se penchent, mais concrètement aussi, quelles sont les erreurs fréquentes à ne pas éviter lorsque l'on monte un dossier de financement? Merci Rachel. Déjà, très important, qui sont les bailleurs de fonds? Les bailleurs de fonds, globalement, il faut les connaître. Lorsqu'on est une personne africaine, une personne d'origine africaine, il faut assez rapidement voir global. Les bailleurs de fonds, ce sont les fonds de pension américains, ce sont les assureurs, ce sont des personnes qui ont besoin de générer du rendement, qui ont besoin de suivre la capacité de l'économie à avoir de l'inflation et de la croissance, et donc qui doivent générer du rendement. Donc fonds de pension, assureurs, grands institutionnels, ce sont les bailleurs de fonds. Ce sont des personnes qui ont une pensée à 10, 20 ans. Donc en fait, lorsque vous allez voir des bailleurs de fonds, vous avez besoin de regarder comment est-ce qu'eux y pensent. Lorsque vous avez besoin de financer un projet, vous avez besoin d'aller solliciter par exemple un investisseur. Cet investisseur, nous sommes en 2025, a levé ses fonds en 2020, en plein Covid, avec les contraintes du Covid. Vous ne pouvez pas venir en 2025 sans tenir compte de la pensée qu'il y avait il y a 10 ans, parce que ce sont des vintage sur lesquels eux, leurs investisseurs, se sont positionnés. Troisième point globalement, la slide qu'on n'a pas vue tout à l'heure au tout début, ce sont les principaux pays qui attirent des fonds. Donc il y a l'Égypte, il y a le Maroc. Donc globalement, l'Égypte assez rapidement a un soutien très important anglo-saxon, notamment des Américains. Le Maroc a une politique volontariste gouvernementale. Il y a l'Afrique du Sud pour des raisons historiques. Il y a pas mal de pays anglo-saxons. Le premier pays qui se détache en Afrique francophone, c'est le Sénégal, aussi pour des raisons historiques. Donc globalement, ce sont des éléments qui, lorsqu'on est porteur de projet, il faut savoir prendre un peu de recul. Maintenant, pour répondre à votre question, quelles sont les erreurs fréquentes lorsqu'on recherche des financements? L'erreur la plus basique, c'est de penser, effectivement, comme l'a dit Salim, que son projet va révolutionner le monde. La réalité, c'est que votre projet s'inscrit dans une multitude de projets qui ont déjà été vus, revus par des investisseurs. Donc, les personnes qui présentent un business plan doivent avoir la capacité à se prémunir de potentielles questions. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais il faut être en capacité d'abord d'aller demander conseil à des professionnels. Ce n'est pas encore suffisamment répandu. Lorsqu'on regarde la plupart des grandes entreprises africaines qui sont structurées, elles ne sont pas toujours conseillées par des professionnels qui connaissent le terrain et qui ont la possibilité de les amener à l'international. Donc globalement, s'il faut retenir
une première erreur que commettent la plupart des entrepreneurs qui sont venus me voir ou que je rencontre, il y a une inadéquation entre leurs requêtes à un instant précis et les attentes des bailleurs de fonds. En 2025, vous avez beau expliquer que vous venez du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, un investisseur américain, anglais, français, il vous attend sur des standards qui sont les siens et qui sont marqués sur son site internet. Ça veut dire qu'il est assez difficile, si on n'a pas en amont fait son étude et été accompagné par des professionnels capables de nous mettre à un niveau conséquent, d'assez rapidement passer à côté. Et évidemment, on peut malheureusement tomber dans le fait que des gens ne veulent pas nous financer alors qu'en réalité, il y a des standards auxquels se conformer. Donc ce sont les standards, premièrement. Et le deuxième point, évidemment, c'est aussi une capacité d'exécution. Il faut avoir énormément de rigueur dans le monde d'aujourd'hui, dans la capacité à présenter son projet, dans la capacité à l'exécuter et s'entourer. Et évidemment, il faut aussi être capable d'être extrêmement transparent sur la gestion de fonds. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure, je pense. La transparence, la rigueur, des points d'attention. Vous avez parlé de standards et justement, j'aimerais rebondir sur ce point. Quand on monte un dossier de financement, est-ce qu'il y a des spécificités pour l'Afrique? Par exemple, moi aujourd'hui, je suis ici, à Paris. Je décide potentiellement de créer ma chaîne hôtelière à Abidjan. Et donc, je sollicite des financements. Est-ce qu'il y a des spécificités dans le montage de mon dossier? Alors, totalement. Le premier point à avoir en tête, c'est quels sont les types de financement auxquels on va pouvoir prétendre. On ne va pas demander de l'argent à un bailleur de fonds dit institutionnel, de type l'Agence française de développement, de type la Banque africaine de développement, de type l'IFC, par exemple, qui est la Banque mondiale, et qui a une antenne notamment au Sénégal, de la même manière qu'on va demander de l'argent à des investisseurs privés. Donc en fait, lorsqu'on se positionne sur des subventions, il faut évidemment avoir en tête l'impact en premier. Donc l'impact social et sociétal, l'impact RSE, l'empreinte carbone, les égalités, l'équité entre les différents genres, tous les points, je pense, que Salim a cités. Lorsqu'on va rencontrer, par exemple, il y a des family office. Donc les family office, ce sont des fonds d'investissement qui s'autorisent à ne pas forcément être régulés, qui en fait sont dépendants d'une famille très riche. Donc il y en a beaucoup qui se domicilient par exemple en Côte d'Ivoire. On peut aller les solliciter uniquement sur du rendement et à ce moment-là, on est sur une projection qui peut sortir des canaux tracés. Donc en réalité, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est quels sont les types de financement auxquels je prétends. Est-ce que ces types de financement qui peuvent être de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans s'inscrivent dans la pensée de l'investisseur? Et est-ce que j'ai bien compris la chaîne de valeur qui constitue mon écosystème? Vous pouvez avoir envie de développer, je dis n'importe quoi, si on prend le tourisme, la chaîne de valeur, les principaux points, c'est l'hôtellerie et la restauration. Vous pouvez développer un formidable hôtel dans un coin UP. S'il n'y a pas de restauration à côté, ça va être très compliqué de faire venir des professionnels pour remplir vos chambres si vous n'avez pas en interne développé un restaurant assez performant. Donc, il faut aussi avoir en tête toute la chaîne de valeur et vous demander, est-ce que si je viens avec mon appli pour faire fonctionner, par exemple, le fait de partir des États-Unis d'Amérique et de venir dans un pays comme le Rwanda, ça va permettre de partir d'un point A à un point B, mais est-ce que la personne qui va partir sans connaître le pays aura la capacité à s'épanouir sur le terrain, sur toute la chaîne de valeur du secteur du tourisme? Donc finalement, si j'essaye de résumer ce que vous venez d'expliquer, ça revient à dire en fait avoir une bonne connaissance non seulement du marché local, mais de toute la chaîne de valeur du coup pour pouvoir aussi se positionner. Loïc, je me tourne vers vous. Donc du coup, vous êtes expert en financement, sur les questions de financement participatif. Salim et Luc Olivier viennent de nous présenter. Donc on a dit les critères des bailleurs, les méthodes. Est-ce que vos critères à vous, au regard du financement participatif, rejoignent les critères donc des bailleurs institutionnels? Ou est-ce que vous mettez l'accent sur d'autres critères? Ok, merci pour la question, j'espère qu'on m'entend bien.
avant de répondre, donc je réponds effectivement avec la casquette d'avoir financé des opérations via le financement participatif sur ces dernières années. Et je redis, parce que je revois afficher le logo, donc avant qu'on ait bien attiré ma veste, là, je vous ai envoyé le bon logo, donc je redis juste pour qu'on ne vienne pas attraper mon col. Mais pour revenir à la question, le financement participatif a souvent été le parent pauvre du capital investissement, tout simplement. Et donc, on n'a pas souvent conscience de la rigueur qui est aussi attendue aujourd'hui. Et donc, on va regarder les mêmes critères que les investisseurs institutionnels, à savoir tous ceux qu'on a énumérés précédemment. On va surtout, si je dois résumer ça, regarder un peu l'adéquation entre le couple rendement et le risque. C'est vraiment ce qu'on va regarder. Mais ce qui va différer, c'est 2 points sur lesquels on va particulièrement porter l'attention. Un, c'est la vulgarisation de l'innovation qu'on vient proposer. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va adresser un public qui est parfois néophyte, qui n'est pas expert de toutes les thématiques qui vont être présentées. Et donc, le point central, ce sera la capacité, que ce soit pour l'équipe qui étudie le dossier, mais aussi pour l'entrepreneur qui va devoir parler de son projet, sa capacité à pouvoir vulgariser effectivement ce qu'il fait. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, on va beaucoup regarder l'adéquation avec la notion d'impact, que ce soit impact environnemental, sociétal, mais surtout impact pour les particuliers qui vont venir investir. Parce que le financement participatif, on investit parce qu'on y croit. On investit parce que ça nous parle. Et c'est aussi pour ça que c'est un levier sous-estimé, mais très puissant, qui permet en fait aujourd'hui d'atteindre certaines milestones qui vont être des prérequis pour les institutionnels plus tard. Donc si je dois résumer, je dirais que oui, on regarde effectivement les mêmes critères que les institutionnels et on va davantage porter l'accent sur la vulgarisation, mais dernier point aussi sur l'équipe. Parce que avant tout, c'est dans des humains qu'on investit. C'est généralement ce qu'on dit en capital investissement, mais c'est d'autant plus vrai encore en financement participatif. Parce que, comme j'ai dit, ce sont des néophytes et ils investissent aussi parce qu'ils croient en la personne en qui ils sont en train d'investir. Et il faut une profonde adéquation entre le porteur de projet et son expérience pour réussir à convaincre les investisseurs derrière. Merci pour ces éclairages. Alors je reviendrai tout à l'heure sur plusieurs points que vous avez évoqués, et notamment par rapport au financement participatif, et voir après dans un second temps quelles sont les spécificités potentiellement pour tenir compte des réalités locales, comment l'appliquer en Afrique. Mais avant, j'aimerais poursuivre donc avec les segments et les filières prioritaires de la chaîne de valeur qui attirent les investisseurs. On l'a évoqué tout à l'heure en introduction. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord se positionne en destination, c'est une destination prioritaire sur laquelle les investisseurs donc, décident de financer les projets. Et j'aimerais donc apporter encore quelques chiffres. On a vu que selon ONU Tourisme, entre 2019 et 2023, l'Afrique n'a attiré que 18 milliards de dollars américains. Et on a pu constater donc en 2025 que plus de 85% des projets hôteliers en Afrique ne concernent que le haut de gamme. Et donc du coup, Salim, je reviens vers vous. On a parlé tout à l'heure, je crois que vous l'avez évoqué, Luc Olivier, des bailleurs, vous en avez nommé quelques-uns, mais finalement, quelles sont aujourd'hui les principales sources de financement disponibles pour les projets? Qui finance le plus et pour quel type de projet? Alors, des sources de financement, il y en a beaucoup. Les principales, si je commence... d'après moi, par celles qui financent les plus gros projets. On va avoir des bailleurs que Luc Olivier a cités, qui sont les multilatéraux type Banque mondiale ou BAD, donc la Banque africaine de développement. Donc ceux-là vont financer les plus gros projets. Évidemment, plus les financements sont gros, plus les projets sont gros, et plus l'obtention de ce financement est difficile. Ça paraît normal et compréhensible. Donc, je vais partir du plus gros au plus petit.
même s'il y a beaucoup de croisements et ce n'est pas une vérité exacte. Donc on va commencer par les financements multilatéraux, donc Banque mondiale, BAD, qui sont les plus connus, en tout cas sur la zone Afrique. Vous avez ensuite des financements bilatéraux. Donc bilatéraux, ça va être des fonds ou des organisations portées par un État qui vont financer des projets. En France, on connaît l'AFD, d'accord, qui est quand même très présente en Afrique. L'AFD, on a alors quelques fonds qui ressemblent quand même, mais sans rentrer dans la technicité. On a Proparco, BPI France, que je mets dans le même panier que l'AFD, même s'il y a des petites différences et des petites nuances. Donc ça, ce sont des financements bilatéraux. Donc il y a régulièrement, parfois, ça va dépendre d'où on met le curseur, un sujet peut-être un peu politique, puisque ce sont des financements bilatéraux, donc avec la France, pour ceux que je viens de citer derrière, les projets qui vont être portés vont être des projets qui, quand même, se passent dans des pays amis de la France, avec sur des secteurs et des sujets qui sont chéris ou mis en avant par la France. Donc sur ce type de financement, il faut avoir ça en tête, mais les financements sont plutôt très intéressants, d'autant plus qu'on peut obtenir, tout va dépendre du projet évidemment, mais des financements qui vont s'apparenter à des subventions ou à des dons. D'accord, puisque je ne fais pas la différence à chaque fois, mais dans les financements, vous allez avoir des financements où le bailleur va obtenir des intérêts ou du capital et donc va vous demander une certaine rentabilité en retour, voilà, qui ne sont pas gratuits. Et vous allez avoir des financements gratuits, où on va vous demander de rendre des comptes gratuits financièrement, mais pas gratuits en termes d'implication, en termes de comptes à rendre, évidemment. Et des bailleurs type AFD peuvent, sur certains projets, vous subventionner ou faire des dons qui ne vous coûteront rien financièrement. On a tout l'environnement des fonds d'investissement, évidemment, qui financent très largement des projets en Afrique, différents types de fonds, des fonds plutôt simples ou généralistes, des fonds verts, des fonds à impact, les fonds green, les fonds à impact et les fonds... ils ont différents noms, mais ce qu'il y a derrière, c'est que vous allez avoir un avantage si vous respectez leurs critères. Un fonds vert va vous donner un avantage dans la sélection de votre projet, mais également dans le taux qu'il vous fera si vous respectez des critères environnementaux, de qualité verte, RSE, s'il y a de la biodiversité. Voilà. Si vous respectez leurs critères, vous allez avoir un avantage qui n'est pas négligeable. Vous avez le financement participatif, évidemment. Loïc en a parlé. À ne pas négliger, d'autant plus si vous avez des sujets de temps pour obtenir ce financement. Si vous êtes pressé, il y a des financements qui seront plus ou moins rapides à obtenir que d'autres. Le financement participatif est l'un des meilleurs lorsque l'on est pressé. Et il y a des financements, mais qui rejoignent les financements participatifs, qui vont faire appel aussi à la diaspora. D'accord ? Donc la diaspora peut intervenir via le financement participatif, mais également via des financements privés, business angel, voilà, où vous avez des personnes de la diaspora qui vont vous soutenir. Donc voilà le panel, pas du tout exhaustif, mais que vous allez retrouver très souvent lorsque vous allez faire vos recherches de financement. En tout cas, allez voir si certains de ces bailleurs peuvent vous intéresser. Et même si vous êtes dans un pays francophone, vous êtes en Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, vous avez besoin d'un financement, ne vous contentez pas des financements français. Allez voir, enfin, l'argent n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, un financement est un financement. Maintenant, si vous avez des affinités et que vous espérez plutôt un financement qui vient d'une région, pourquoi pas? Mais des Allemands peuvent vous financer, des Américains peuvent vous financer, des Canadiens, des Chinois, tout le monde finance. Peu importe le pays, ce qui compte, c'est la qualité du dossier et ce que vous allez apporter. Donc, parmi les bailleurs qui financent majoritairement, on retiendra ce que vous avez dit, des institutions comme la BAD, la Banque mondiale, l'AFD,
Et en ce qui concerne donc les sources de financement, vous avez évoqué les subventions, les dons, le financement participatif à ne pas négliger. Mais du coup, quels sont les segments de la chaîne de valeur qui attirent le plus les investisseurs? Parce que en introduction, on a mis l'accent plutôt sur le secteur hôtelier. Quels sont les segments qui attirent le plus les bailleurs? Si je mets mes œillères pour ne regarder que le secteur touristique, compte tenu du lieu où l'on est et du moment, je vois, mais ceux que vous avez cités, hein, j'en vois 3. L'hôtellerie, que je mettrai en numéro 1. Je vois le tourisme vert. Alors, je suis désolé, je parle beaucoup de vert, mais c'est vraiment ce qui compte aujourd'hui. Donc l'écotourisme. Et la troisième source, le troisième secteur, le troisième type de projet qui intéresse beaucoup les financeurs aujourd'hui, c'est le patrimoine, la culture. Donc récemment, au Bénin, l'AFD a financé les 10 musées royaux d'Abomey au Bénin. D'accord ? Donc la culture, voilà, les sites UNESCO à mettre en valeur, ça sont des projets qui intéressent. Mais il faut le reconnaître, l'hôtellerie arrive souvent loin devant. Mais ça va avec, finalement. Si vous voulez attirer des touristes, il faut bien les loger. Donc c'est là où l'hôtellerie triche un peu et est souvent gagnante. C'est que peu importe le projet, peu importe la vision du pays, peu importe le plan national, il y aura toujours besoin d'hôtels. Voilà. Donc l'hôtellerie bénéficie de tout l'environnement touristique et de toute la dynamique touristique. Donc c'est pour ça que c'est normal que l'on retrouve l'hôtellerie au-dessus du lot. Maintenant, si on fait une petite, on va un petit focus sur l'hôtellerie. Aujourd'hui, ce que l'on voit beaucoup sont les projets d'hôtellerie de luxe. Et c'est ce que vous disiez en introduction de cette partie. 85% des derniers projets sont des projets d'hôtellerie de luxe. Pourquoi ? Parce que beaucoup plus rentable que tout le reste. Pourquoi les grandes entreprises je sais pas, dans l'habillement sont du luxe, Dior, etc. Parce que c'est rentable. Ça coûte moins cher à fabriquer. Ça coûte quand même cher parce qu'il y a des produits de qualité, mais la marge qu'ils peuvent se permettre dessus, énorme. Donc dans l'hôtellerie, c'est pareil. Ça coûte beaucoup plus cher de construire un hôtel de luxe, mais une fois que vous avez les projets autour qui attirent la bonne population, vous pouvez faire des marges extrêmement intéressantes. Et comme les pays d'Afrique se développent, le tourisme se développe, les projets attrayants se développent, on arrive à obtenir des touristes qui ont de certains moyens financiers et qui peuvent se permettre de loger dans ces hôtels-là. Donc les hôtels de luxe, beaucoup plus rentables, donc très souvent financés. Mais alors tout justement, Luc Olivier, j'aimerais vous faire réagir. J'aimerais que vous puissiez rebondir donc sur ce que vient de nous expliquer Salim. Donc parmi donc les segments qui attirent le plus les investisseurs, donc vous avez souligné donc l'hôtellerie, l'écotourisme, la culture. Comment rediriger en fait les financements vers d'autres segments de la chaîne de valeur? Alors, donc je partage totalement ce que Salim vient de dire. La Direction générale des entreprises françaises, je m'autorise à prendre cet exemple parce que il est très important d'avoir des chiffres pour parler de finances. Les financiers ne sont pas des philosophes, donc nous devons nous appuyer sur certains documents ou éléments qui nous permettent de traduire une certaine pensée. Donc ce que Salim a dit est très juste. La Direction générale des entreprises en février 2025 a émis un rapport sur la base des données 2024 et 2023. À 27%, effectivement, c'est l'hôtellerie. Et dans l'hôtellerie, il y a une partie hôtellerie de luxe et en majorité hôtellerie normale. À 20%, nous avons la restauration. Et ensuite, à 10%, sont les parcs et tout ce qui est attraction. Donc, les différents projets, les différents investisseurs regardent en premier l'hôtellerie parce qu'il y a le support institutionnel. Qui dit support institutionnel dit capacité à évidemment s'appuyer sur tout ce qui est autour des institutions, donc l'État, les administrations publiques et les entreprises publiques d'une certaine taille. Donc c'est l'une des raisons principales qui rassure les investisseurs. Ensuite, évidemment, la restauration,
c'est un besoin primaire, donc ça permet évidemment d'assez rapidement tirer son épingle du jeu lorsqu'on a un projet autour de ce point. Le dernier point, et ces 3 secteurs représentent à peu près 55%, voire 60% du tourisme. Ensuite, vous avez les résidences secondaires et autres. Vous avez tout ce qui est camping et autres possibilités de se déplacer et de se distraire lorsqu'on veut se reposer. Et donc, en fait, il faut aussi essayer de comprendre quelle est la nature des touristes. Lorsqu'on repart maintenant, lorsqu'on reste encore en Afrique, je continue un peu avec les comparaisons. Les pays qui arrivent en peloton de tête dans les pays développés, c'est évidemment la France, les États-Unis, les Chinois, les Japonais. Ce sont des pays qui attirent de nombreux touristes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les premiers touristes de ces pays, ce sont les personnes originaires de ces pays. Les Japonais voyagent énormément au Japon. Les Chinois voyagent énormément en Chine. Les Américains, c'est pareil. Beaucoup d'Américains sortent très peu. Les Africains, est-ce qu'ils vont suffisamment en Afrique? Et ça, c'est un vrai sujet. Et ça, donc, ça sera un autre sujet donc, aussi. Voilà. Donc, lorsqu'on a un projet, c'est une chose de sortir, comme moi j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2015 le patron d'Azalea Hotel. Je lui avais traduit une pensée, j'étais un jeune banquier d'investissement qui pensait que Airbnb c'est l'avenir et que les hôtels vont disparaître, donc je lui avais dit un peu comme ça. La réalité c'est que c'est plus compliqué, ça dépend beaucoup plus des bailleurs, des investisseurs. Et donc aujourd'hui, est-ce que lorsque vous avez un super hôtel qui sort de terre, si vous ne vous êtes pas mis haut de gamme, est-ce que vous êtes en capacité de faire venir les personnes de la sous-région dans votre hôtel? C'est ça le vrai sujet. Donc, en fait, lorsqu'un investisseur regarde votre dossier, il se demande premièrement quelles sont les barrières à l'entrée. Si vous dites mon projet a besoin de 20 milliards de francs CFA pour sortir de terre, alors il va se dire c'est un projet intéressant parce que 20 milliards, c'est une somme colossale. Sortir 30 millions d'euros, ce n'est pas aisé, donc ça l'intéresse. Deuxièmement, est-ce que vous avez la possibilité d'obtenir toutes les autorisations qui vous permettront de mener à bien votre projet? Restauration, vous voulez faire un restaurant haut de gamme, est-ce que vous allez faire venir des traiteurs, des chefs cuisiniers de haut niveau qui vont pouvoir vendre la cuisine de manière extraordinaire? Est-ce qu'au niveau de l'hôtellerie, vous allez être en capacité de faire quelque chose d'extraordinaire? Si je reprends le cas que je viens de citer, il a créé en 2016, il a été obligé de créer une école d'hôtellerie pour rester aux standards internationaux en 2016 dans son pays d'origine, le Mali. Donc il faut être en capacité de se distinguer vis-à-vis des bailleurs et des investisseurs. Et troisièmement, évidemment, il faut aussi regarder le pouvoir d'achat. Comme je disais, est-ce que les personnes qui sont susceptibles de faire tourner votre projet sont des personnes qu'il va falloir inviter, appeler, convaincre? Et pour ça, il faut maintenant aller au-delà des 55-60% que je viens de citer. Il faut regarder les infrastructures, il faut regarder la capacité qu'ont les touristes à se faire soigner s'ils ont des problèmes, la capacité qu'ils ont à se sentir en sécurité. Ce sont tous ces sujets qu'il faut avoir en tête lorsque vous pensez votre projet. Donc, ne pas avoir uniquement des œillères sur mon projet est génial, je pense que c'est moi qui vais révolutionner le secteur, par exemple, du leisure, mais en fait se dire, d'un côté, quelles sont les personnes, profils qui vont utiliser mes services? Est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat? Je finirai par là sur le point. J'ai vu passer d'ailleurs, grâce à mon aîné Salim, qui m'avait invité dans une entreprise où on a travaillé ensemble, un projet qui avait été financé justement par le Trésor français en Côte d'Ivoire. Et c'était autour de tout ce qui est leisure, justement. Et c'est un projet qui a formidablement bien marché parce qu'évidemment, ils avaient tout l'écosystème des personnes de haut niveau en Côte d'Ivoire. Donc en fait, il faut avoir une approche complexe de ces sujets parce que ce ne sont pas des sujets hyper simples à traiter. Merci, merci Luc-Olivier. Loïc, je me tourne vers vous et j'aimerais revenir sur, comme je le disais tout à l'heure, cette question du financement participatif. Vous l'avez évoqué tout à l'heure également. C'est, disons, un dispositif qui parfois peut... comment dirais-je, c'est peut-être pas le dispositif le plus prisé pour pouvoir financer donc ces projets. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que le financement participatif peut vraiment devenir un levier pour cibler donc certains segments
tel que vient de l'expliquer aussi Luc Olivier, dans le secteur du tourisme en Afrique, et comment vraiment l'adapter en tenant compte de nos réalités locales? Merci pour la question. Je pense qu'une partie de la réponse réside dans ce que Luc Olivier a dit à la fin, notamment les milestones qui vont être regardés par les institutionnels. On a parlé du plan de financement, le besoin total. On a évoqué, par exemple, pour reprendre l'exemple qu'il a pris, un projet qui a besoin de 30 millions d'euros. Mais il a également dit, on va demander quels sont les milestones que vous avez atteints avant. Par exemple, pour le restaurant ou pour un hôtel, est-ce que vous avez un PC pour le terrain, etc. Dans le business plan, c'est les premières étapes qu'il faut aller franchir. Ce n'est pas forcément les étapes qui vont nécessiter énormément d'argent, mais pour les institutionnels, ça vient rassurer en fait sur ce qu'on appelle le skin in the game, ce que déjà l'entrepreneur a mis dans l'investissement, mais aussi les milestones qu'il a déjà pu franchir avant de venir chercher à lever des fonds. Et donc le financement participatif qui est, comme je dis, le parent pauvre, mais aussi par méconnaissance un peu de ce levier-là, permet donc aux entrepreneurs de pouvoir approcher les bailleurs de fonds en ayant déjà pu financer ces premiers milestones-là. Donc pour répondre directement à la question, je pense que le financement participatif aidera donc en ceci, qui permet d'approcher les bailleurs sociaux plus sereinement et ne pas venir juste avec un PPT pour vouloir défendre son projet. Et je pense que c'est propre au tourisme, mais pas que au tourisme, mais finalement à toute thématique de financement. Luc Olivier l'a plus ou moins, a évoqué tout à l'heure, il l'a plus ou moins évoqué dans sa réponse. Et est-ce que vous auriez un exemple, parce que je resitue le contexte, hein. On est en train de dire aujourd'hui, on est en train d'expliquer comment convaincre les bailleurs de fonds à investir dans nos projets. Concrètement, est-ce que vous auriez un projet à nous partager qui a vraiment retenu l'attention des bailleurs, qui a été financé dans ce secteur du tourisme en Afrique? Est-ce que vous avez un exemple de projet bien monté pour que notre audience puisse avoir une idée concrète en tête? Alors, je pense à deux exemples. Un plutôt vraiment passé et un autre que grâce à ma précédente expérience chez Tudigo, je profite pour insister dessus, on a pu financer. Le premier projet, c'est Coral Island, c'est un projet écotouristique au Zanzibar qui a reçu un financement en 2020 grâce au financement participatif, du coup, pour réussir à faire face à la difficulté Covid. Donc ça, c'est un exemple que je peux citer, mais un exemple plus récent, et peut-être une boîte qui nous parle et qui sera présente, je pense, demain, toujours à cette convention, Broken Abroad, qui a reçu un financement d'à peu près 300 000 euros. Pareil également, un projet, je pense, qui a du potentiel à être financé aussi par des institutionnels, mais qui était trop petit pour aller approcher des institutionnels. Donc le fait aussi qu'il n'y ait pas beaucoup d'exemples de boîtes dans le tourisme qui se soient financées grâce au financement participatif nous laisse comprendre à suffisance que c'est un levier de financement qui est encore énormément méconnu. Et on en parlera peut-être tout à l'heure de comment faire en sorte... Et justement, comment le vulgariser, c'est ma question. Pour en fait le vulgariser, je pense que ça va passer par... deux points essentiels. Le premier point, c'est que les États eux-mêmes mettent un cadre légal, fiscal pour le financement participatif, pour sécuriser les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, je prends le cas de la France, le financement participatif est encadré. Je prends le cas des UK, le financement participatif est encadré et ça sécurise les investisseurs derrière. Il y a une énorme méconnaissance, donc il faut un cadre pour sécuriser. Et d'un autre côté, il faut aussi un gros travail de sensibilisation et d'éducation des entrepreneurs pour leur faire comprendre que c'est un véhicule ou un outil de financement qui leur permettra d'accélérer leur développement. Et Salim l'a dit à juste titre tout à l'heure, en termes de temps de financement, via les institutionnels, c'est relativement long, pour ne pas dire très long. Le financement participatif, si le projet est validé par le comité d'investissement, entre le go du comité et le versement des fonds, il peut se passer 4 mois. Et en financement, 4 mois, c'est assez court. Alors justement, vous avez parlé donc de définir un cadre légal pour le financement participatif. Ça permettrait de vulgariser donc cette source de financement. Ça nous emmène justement au troisième volet de notre échange, qui est de aujourd'hui examiner quels sont les types de partenariats
pour pouvoir lever davantage des fonds dans le secteur du tourisme en Afrique. Et Salim, je reviens vers vous encore une fois. Quels sont justement les partenariats qui permettent de débloquer l'investissement dans le tourisme en Afrique? Alors, en termes de partenariat, je ne l'ai pas cité tout à l'heure parce que je ne sais pas si dans l'audience c'est représentatif, mais on a des projets que les États aimeraient aussi faire financer. Et c'est vrai que les États sont très friands des PPP, donc les partenariats publics-privés. Donc je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais le mot partenariat là m'y refait penser. Je ne vais pas développer énormément, sauf s'il y a des questions et ça peut intéresser. Mais je ne sais pas, il y a peut-être des représentants de chambres de commerce ou du tourisme étatique, mais ce sont des financements qui vont plutôt concerner des États où l'on va faire appel à des privés pour réaliser l'infrastructure, la gérer pendant un certain nombre d'années et ensuite l'État va récupérer l'infrastructure. Donc c'est un moyen pour les États de se faire financer des infrastructures qui vont coûter cher, de faire appel à des compétences techniques de privés pendant un certain nombre d'années pour ensuite récupérer le bien. Et donc l'État, si je fais simple, ça ne lui a rien coûté et au bout de 20 ans, va récupérer une usine, un port, un aéroport, un parc animalier, peu importe. Voilà. Donc ça, ce sont les PPP, mais plutôt à caractère public. Maintenant, les types de financement, je ne sais pas s'ils sont innovants, mais que l'on voit de plus en plus. Alors, si on regarde loin derrière nous dans le rétro, depuis quand des financements existent, oui, on peut dire qu'ils sont innovants parce qu'ils ont moins de 10, 15, 20 ans, mais on les voit quand même de plus en plus. On a des financements mixtes. Voilà. Donc, je le mets dans les innovants, mais en fait, je le mets surtout pour que vous l'ayez en tête et que vous y pensiez. Ce que les investisseurs aiment, c'est que les risques soient partagés. Voilà. Si mon copain y va, peut-être que je vais y aller aussi. Je vais attendre. Qui vous finance? L'AFD vous finance un peu. Peut-être que moi aussi je vais vous financer. Tel investisseur privé vous finance, peut-être que moi aussi je vais vous financer. Vous avez déjà fait un investissement participatif. Ok, et ça s'est bien passé, vous avez pu rembourser. D'accord, je vais y aller. D'accord. On aime bien ne pas être le premier ou ne pas être le seul. Donc, je ne sais pas si c'est innovant, mais il faut que vous l'ayez en tête. Les financements mixtes sont très appréciés. Avoir plusieurs investisseurs qui répartissent les risques, ça c'est apprécié par les investisseurs. Et vous, encore une fois, j'insiste, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir du financement. Peu importe d'où ça vient, peu importe du nombre d'investisseurs. Je caricature parce que si c'est de l'investissement en capital, par exemple, avoir trop de personnes à votre capital, ça peut aussi être un problème. On revient à ce qu'on disait au début, vous vous souvenez, la gouvernance. Donc ça peut être plus compliqué à gérer. Mais côté bailleur, si on se met à leur place, Luc Olivier tout à l'heure le disait, il faut que vous mettiez à la place des investisseurs et des bailleurs, il faut que vous compreniez ce qu'ils recherchent pour pouvoir préparer le meilleur dossier pour les satisfaire. Eux, les bailleurs, aiment bien que le risque soit partagé. Donc ça, c'est important. Dans l'innovation, mais pas au sens... innovation, c'est révolutionnaire, mais dans l'innovation, dans le sens, c'est de plus en plus vu, donc nouveau. On trouve aussi des financements ou des bailleurs qui vont vous demander de faire appel à des assureurs, qui vont vous dire, votre projet me plaît, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai vraiment plus envie de prendre de risques. Donc, finalement, est-ce que vous pourriez assurer ce risque-là qui m'inquiète un petit peu ? Surtout quand on parle de l'Afrique, malheureusement, il y a encore ces risques-là en tête pour des financeurs étrangers. Je pense à deux risques que les financeurs peuvent vous demander d'assurer par ailleurs. Donc ça se fait de plus en plus, c'est pas connu, mais ça peut se faire. C'est le risque crédit et le risque politique. Donc l'assurance risque, je dis que c'est nouveau parce qu'avant c'était intégré par le bailleur. Donc s'il jugeait que le risque crédit ou politique était important, il vous faisait un taux plus élevé. Aujourd'hui, il préfère vous faire un taux plus bas,
mais que quelqu'un d'autre assure le risque. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'innovation. Est-ce que j'ai d'autres idées? Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, donc j'en donnerai une dernière, mais qui vraiment, pour moi, n'est plus de l'innovation, mais il faut que vous comptiez avec les financements verts. Voilà. Et moi, je suis persuadé que dans 10 ans, on ne parlera plus de financement vert parce que ce sera une base. Ça, tout le monde fera du financement vert, donc il n'y aura plus besoin de le citer comme financement vert. Il faudra inclure ça dans vos dossiers. Merci Salim. Luc Olivier, du coup, par rapport à vos accompagnements, quelles innovations financières concrètes pour nos projets dans le secteur du tourisme en Afrique? Alors, comme je disais, il faut avoir une approche complexe. Moi, j'ai eu une expérience sur les marchés financiers en debt capital market, donc pour tout ce qui est levée de fonds obligataires. Et j'ai fait de l'investment grade, donc c'est tout ce qui est entreprise extrêmement bien notée par les agences financières, Standard & Poor's, Moody's et Fitch, et aussi du high yield. Donc une entreprise, par exemple, je ne vais pas citer de nom ici, mais une entreprise qui est cotée en bourse en France dans le CAC 40 peut lever 2 milliards d'euros en 4 heures de temps. Elle appelle à 8 heures, à 12 heures, elle a de l'argent et ses bonds sont en train de trader sur les marchés financiers. Une entreprise high yield qui correspond beaucoup plus à nos États et donc aux entreprises qui opèrent dans nos États, elle lève 200 millions d'euros en 8 mois. Donc en réalité, la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est, comme l'a dit Salim, il faut être capable de vendre la destination Afrique. Qui vend la destination Afrique? Est-ce qu'on ne parle de l'Afrique que lorsqu'il s'agit des sujets politiques? Est-ce qu'il est possible de parler d'Afrique sans se mêler des sujets politiques? Ce sont des vrais sujets. Donc lorsqu'on parle d'innovation financière, moi j'ai fait tout le segment de la banque d'investissement en ne comprenant pas en tant que petit Camerounais qui est arrivé sur les belles entreprises européennes, sur les marchés financiers. Je ne comprenais pas pourquoi l'argent n'allait pas dans ces pays-là. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut d'abord comprendre ce que veulent les investisseurs. Et ça n'a rien à voir avec votre origine. C'est que l'argent qu'ils ont, c'est très souvent de l'argent qu'ils ont obtenu en s'engageant sur quelque chose. Donc la première des innovations, qui pour moi est basique, c'est d'être extrêmement rigoureux dans ce que vous présentez, que vous êtes capable de faire. Ça a l'air simple de dire comme ça, mais je vous dis, si vous êtes quelqu'un de rigoureux, les investisseurs vont prêter un intérêt significatif à votre projet, quitte à vous dire de revenir plus tard. J'en profite pour parler de mon expérience personnelle, parce que moi j'étais très gêné en 2015, lorsque justement je rencontrais le patron d'Azalaï, qui est un formidable, vous demandiez des exemples, qui est un formidable exemple de succès. Lorsque moi je me lançais en tant qu'entrepreneur en 2015-2016, il recherchait des financements. Il a obtenu un peu plus de 20 millions d'euros pour faire de belles choses en Afrique subsaharienne. Et ça a été à travers du networking, à travers la capacité de vendre la destination Mali et la sous-région. Et donc moi je ne voulais pas, 10 ans plus tard, être invité par Facilité Concept, que je remercie, arriver en ne pouvant pas parler de mon expérience. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un peu les chemins de traverse. Et je peux vous dire que j'ai eu des réponses d'investisseurs qui pèsent 200 millions, 300 millions, à qui je proposais des projets pour aller en Afrique, qui me disaient, Luc Olivier, on t'aime beaucoup, mais cette destination, on ne la connaît pas. Donc, après la rigueur, il faut être en capacité de se dire qui aujourd'hui est en train de, au-delà de me demander de l'argent, dire du bien de ces pays d'Afrique dans le domaine économique. Évidemment, il y a beaucoup de sujets. Il y a la corruption. Il y a le manque de transparence. Un investisseur n'aime pas le manque de transparence. Il a l'impression de se sentir floué. C'est rigueur, transparence, capacité à vendre la destination et surtout capacité à dire « vous ne me financez pas, c'est pas grave. Je serai de retour plus gros, plus fort ». Et là, je rejoins encore Salim sur le fait que tout le monde aime faire du co-investissement. Et là, en termes d'innovation encore, j'invite les personnes qui sont là, qui me ressemblent beaucoup, qui sont des personnes de la diaspora. Est-ce que la diaspora aujourd'hui est en train d'investir dans le pays sans parler de politique? Ce sont des personnes qui vont vous expliquer, c'est compliqué, aller dans ces pays c'est difficile, ok. Mais moi qui ai fait du debt capital market, j'ai vu des opérations formidables que évidemment beaucoup de personnes ici ne connaissent pas.
Des obligations perpétuelles. Ce sont des obligations sur les marchés financiers qu'on ne rembourse jamais. Et vous prenez des coupons toute votre vie. Si nous ne sommes pas en capacité d'avoir ces discussions de fond, si nous sommes toujours en train de parler de ce que font les bailleurs de fonds qui, je vous le redis, ne connaissent pas toujours la réalité locale. Ce n'est pas faute de ne pas vous aimer. Regardez les principaux touristes qui vont au Japon. Ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les Tunisiens ou les Sud-Africains. Donc vous vous doutez bien que les Japonais sont dans une logique de plaire à ces gens. Qui sont les premiers investisseurs qui viennent, qui viennent au Rwanda? Donc je conclus en donnant encore un autre exemple que j'aime beaucoup. Le Rwanda investit 10 à 15 millions d'euros chaque année pour figurer sur le maillot du PSG. 10 à 15 millions d'euros uniquement pour cela. Le Rwanda, en termes de retombées économiques dans le tourisme, c'est 670 millions d'euros. Si vous venez en tant qu'État essayer d'avoir la même capacité, je vais vous donner deux États que nous aimons beaucoup, qui ont leur loi des finances publiée et donc on connaît le budget du tourisme. La Côte d'Ivoire, c'est 10 à 20 milliards dans le tourisme, chaque année, dans sa loi des finances. Le Cameroun, c'est la moitié. Donc, la réalité, c'est que cette diaspora doit comprendre qu'au-delà des sujets géopolitiques, dont je ne parle pas, au-delà des sujets politiques, dont je ne parle pas, il y a des sujets économiques sur lesquels il y a une capacité d'être des acteurs majeurs. Et évidemment, j'espère que j'aurai encore 2 minutes pour en parler. Je vous réserve ça tout à l'heure. Merci. Loïc, je me tourne vers vous. Quelles innovations financières selon vous? Et j'aimerais revenir sur un point que Salim a évoqué tout à l'heure, les PPP, partenariats publics-privés. Comment aujourd'hui renforcer tout justement les partenariats publics-privés pour pouvoir accompagner davantage des projets dans ce secteur en Afrique? Bon, je pense que sur les partenariats publics-privés, je laisserai Salim qui a plus de bouteilles là-dessus que moi pour y répondre. Mais en termes d'innovation, je pense que je vais réinsister du coup sur le levier financement participatif. Très sincèrement, c'est un puissant levier qui peut énormément aider à développer des projets touristiques en Afrique. Vraiment, il faudrait l'adapter effectivement au ticket, par exemple, d'investissement local, parce que financement participatif, comme je dis, dit particulier. Donc aujourd'hui, on voit des projets qui sont financés en France avec des tickets d'investissement à partir de 1 000 €, là où le capital investissement, historiquement, était accessible à partir de 100 000 € d'investissement par personne. Donc on est à des ratios divisés par 100 000. Il y a même des plateformes qui proposent d'investir à partir de 10 €. Donc je pense qu'en termes de levier, les plateformes demain qui s'installeront et qui proposeront aussi davantage de financement participatif en Afrique devront avoir un ticket qui est accessible à tout le monde. Et peut-être un deuxième point, j'ai parlé aussi de l'éducation des entrepreneurs. J'insiste aussi là-dessus. Ne voyons pas le financement participatif comme ce qu'il a pu être historiquement, juste du don contre don, parce que c'est de là que naît le financement participatif. Aujourd'hui, le financement participatif permet d'avoir de l'argent, tant en dette obligataire, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais également en contrepartie du capital, parce que très souvent, lorsqu'on discute avec des entrepreneurs qui ne sont pas sensibilisés aux outils de financement, ils lisent financement uniquement contre de l'argent en contrepartie de remboursement d'intérêts, etc. Et c'est vrai que le financement participatif, il faut aussi commencer par là. Mais aujourd'hui, avec le financement participatif, on peut tout aussi avoir de l'argent en contrepartie de partie de son capital, ce qui est fait par les autres acteurs institutionnels ou investisseurs privés. Donc j'insisterai dessus en disant que s'il y a des gens aujourd'hui qui ont des projets et qui veulent lancer ces projets-là en Afrique, vraiment pensez au financement participatif parce que les bailleurs vont vous demander des milestones que vous aurez atteints grâce à l'argent du financement participatif que vous aurez obtenu plus rapidement qu'on processe avec les institutionnels. Merci Loïc. Alors, notre échange touche progressivement à sa fin, comme on dit, hein, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Alors, on a commencé en retard. On a commencé en retard. On a encore un peu de temps. Je n'ai pas dit que c'était fini, j'ai dit qu'on se rapproche de la fin. Bien sûr. Avant de conclure, j'aimerais laisser la place à quelques questions. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont des questions
Est-ce que nos hôtesses, s'il vous plaît, est-ce qu'une hôtesse peut venir nous aider avec le micro, s'il vous plaît? Merci. Merci. Excusez-moi de poser une question. La première question, c'est, je pose la question directement s'agissant du Cameroun. Cameroun, j'entends 10 milliards de CFA consacrés au tourisme, 4000 tourismes par an. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? On ne vous entend pas très bien. Il y a 4000 touristes par an au Cameroun, alors que le Cameroun, c'est gigantesque, il y a plein de choses à voir. 4000 touristes par an, pour 10 milliards de CFA investis. Combien de touristes? 4000. Alors, le chiffre n'est pas exact. Il est foncièrement faux. Au Cameroun, suivant, je vais vous donner quelle source. Ecofin, Finance, c'est 1,2 million de touristes recensés en 2022. 1,2 million à prendre avec des pincettes parce que les chiffres du tourisme sont très difficiles à compiler. Vous devez aller voir les opérateurs, donc les agences de transport, qui doivent vous faire le bilan des vols internationaux. Vous devez aller voir les hôtels, vous devez aller voir les sites de restauration. Je peux vous dire que le Cameroun, c'est beaucoup plus significatif que ça. Maintenant, pour parler d'un pays que je connais très bien, malheureusement, la data n'est pas ce qui est le plus mis en avant parce qu'ils ne savent pas les retombées de cette data. Donc, en réalité, vous avez des personnes qui ont des nuitées qui, évidemment, ne le déclarent pas pour des raisons évidentes. Et donc, en réalité, lorsqu'on compile les chiffres, il y a des sujets. Le Cameroun fait de belles choses dans le secteur du tourisme sans pour autant que ce ne soit forcément mis en avant. Évidemment, ce n'est pas le meilleur élève de la classe. La Côte d'Ivoire fait beaucoup mieux. Le Rwanda est excellent. Je tiens toujours à dire, mon jeune ami et copanéliste Loïc l'a dit, il faut éduquer les entrepreneurs. Je dis aussi, il faut éduquer les investisseurs. Les investisseurs ont vocation à comprendre qu'il faut être en capacité d'avoir des données, qu'il faut être en capacité d'avoir des états financiers fiables. L'investisseur va venir et être serein pour mettre de l'argent, mais aussi le public originaire de ce pays-là. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais croyez-moi, sans doute, le meilleur est à venir et j'espère encore une fois que j'aurai 1 minute à la fin. Merci. Salim, oui, qu'est-ce que vous souhaiteriez compléter pour répondre au monsieur? Je pense qu'on a répondu à votre question. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question au fond. Est-ce que l'hôtesse peut donner le... Oui, merci. Bonjour, Frédéric Thomas, professeur d'économie à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Il y a un modèle que vous n'avez pas évoqué, que je trouve assez intéressant, et j'essaie de le creuser, mais c'est difficile, c'est le modèle des trust funds. Et notamment, vous avez Parc National de Madagascar qui fonctionne sur ce modèle, c'est-à-dire que les bailleurs de fonds ont investi, je crois, 100 millions de dollars, et on utilise les bénéfices pour financer justement ces projets. Est-ce que vous avez d'autres exemples en Afrique de ce modèle? Merci. Et est-ce que vous pouvez peut-être élaborer dessus, parce que c'est un modèle que je trouve assez intéressant. Merci. Alors, je m'autorise, je ne sais pas si tu veux prendre. Alors, là, lorsque vous parlez de trust fund, vous êtes en train de parler d'innovation financière. Madagascar, c'est un très bel exemple. J'ai un ami polytechnicien qui y a été. Pour des raisons fiscales, pour des raisons d'environnement d'affaires, qui évidemment est très différente de plein d'autres pays d'Afrique, notamment les pays d'Afrique subsaharienne francophone. Donc, pour être clair, Madagascar a beaucoup plus de liberté d'agir de manière innovante parce qu'elle n'est pas dans une boucle de pays qui la contraint, entre guillemets, à devoir être alignée en matière de politique fiscale, en matière de politique budgétaire. Si je prends la Côte d'Ivoire évolue dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et ces pays-là, qui sont dépendants, évidemment, ne regardons jamais de loin les banques centrales de la BCEAO, est obligé d'être aligné sur les politiques, les taux directeurs, les taux de refinancement bancaire et compagnie. C'est pareil pour l'Afrique centrale. C'est pour ça que beaucoup de pays, le Ghana, le Kenya et autres, sont en capacité d'attirer des investisseurs anglo-saxons qui évidemment arrivent, entre guillemets, avec une capacité de faire des gentleman agreements. Quand on parle d'innovation financière, ce sont des sujets qui sont parlants. Je peux vous dire que dans au moins une vingtaine de pays sur les 54 pays d'Afrique francophone, oubliez l'innovation financière, vous allez penser à un sujet qui règle un problème
Et ensuite, vous allez devoir refaire le chemin inverse, passer par la commission qui va vous délivrer un agrément lorsqu'elle aura compris l'agrément que vous demandez. Et ensuite, il y aura la mise en application. C'est un autre sujet. Donc, moi, je pense, vous avez raison, ce sont des sujets vers lesquels il faut aller. Comme je ne doute pas de Rachel qui me redonnera peut-être pas la parole, je profite pour dire que, de mon point de vue, il y a deux éléments essentiels sur lesquels creuser. Vous, en tant que professeur d'économie, il faut le dire chaque fois que vous rencontrez un Africain, l'éducation financière est la base de la discussion. Il est impossible de discuter avec une personne qui ne comprend pas actif, passif, dette, financement, bilan. C'est impossible. Et ce n'est pas parce que vous êtes médecin que vous avez une raison de ne pas comprendre ça, surtout dans ces pays-là. L'éducation financière est la clé. Et la deuxième des choses, encore une fois, en tant que professeur d'économie, vous êtes mieux placé que quiconque pour avoir ces discussions, c'est la projection dans le temps. La plupart des personnes qui vont en Afrique sont pressées. Elles sont alignées sur des mandats présidentiels, ils sont alignés sur le fait qu'en fait, il y a des troubles. Ce sont de vrais sujets. Mais si vous ne pensez pas à 20 ans, rien ne sera fait dans ces pays qui, nous le rappelons, n'ont que 50 à 70 ans de réalité économique. Je m'arrête là, Rachel, et je vous remercie pour le temps de parole. Merci beaucoup. Alors, on va conclure. Merci à vous, messieurs. Je vais conclure avec une dernière question très rapidement pour ouvrir les perspectives. La question est la suivante. Donc, du coup, quelles perspectives concrètes voyez-vous donc pour le financement du tourisme africain dans les 5 à 10 prochaines années et quels conseils prioritaires vous donneriez à un porteur de projet pour se positionner dès aujourd'hui? Loïc, je vais commencer peut-être avec vous. Je pense que si je dois m'arrêter sur un seul point, et malheureusement c'est celui avec lequel tu as conclu, c'est l'éducation, c'est vraiment l'éducation financière. Il y a un gros potentiel d'investissement de la part de la diaspora. Quand on regarde la volumétrie d'argent qui est transférée en Afrique de par les échanges mobile money, c'est un volume hyper important et c'est un volume qui peut être inscrit dans de l'investissement en Afrique. Et je pense que la vraie problématique pour laquelle on ne retrouve pas cet argent-là aujourd'hui dans le développement de nos pays, c'est parce qu'en fait, il y a un manque en fait de culture financière. Je prends un exemple qui est très courant, c'est qu'aujourd'hui, quand je présente une opportunité d'investissement que je trouve hyper intéressante à un potentiel business angel, de par son parcours qui a beaucoup d'argent à investir en Afrique et qui est africain et dans mon exemple camerounais, ce qui revient souvent c'est OK, à partir du mois prochain, qu'est-ce que je touche ? Sauf que c'est pas ça en fait l'investissement. On ne s'inscrit absolument pas dans une durée de temps long et en fait l'investissement c'est une durée de temps long. D'autant plus dans le tourisme. D'autant plus dans le tourisme qui prend du temps. Si je reprends juste l'exemple d'un projet hôtelier, il y a le temps de construction et ensuite il y a le temps de commercialisation et que les gens commencent à venir et ensuite il y a le temps que le projet devienne rentable. Temps plus temps plus temps, ça fait long. Et donc, le business angel à qui tu parles et qui te dit dans 2-3 mois combien je touche d'intérêt et à combien d'horizons je récupère mon capital et qui se projette sur 1-2 ans, pour ceux qui se projettent le plus loin, en fait c'est problématique. Et donc ça coupe l'accès au financement pour nos entrepreneurs. Donc si je devrais dire un mot, c'est vraiment mettre l'accent au maximum sur l'éducation financière, tant des entrepreneurs, mais surtout des investisseurs. Mettre l'accent donc sur l'éducation financière, à la fois sur les entrepreneurs, tout comme sur les investisseurs. Salim, du coup ? Alors, moi, je conclurai sur un conseil aux porteurs de projets. Pour vous qui avez un projet, qui vous tient à cœur, vous y avez passé des mois, des années, des nuits blanches, enlevez-vous de la tête que votre projet est le meilleur, donc doit être financé. Pour chercher des financements, il faut enlever les sentiments, les émotions, il faut parler chiffres, il faut parler aux bailleurs. D'accord ? Donc le but n'est pas de savoir si votre projet a du sens pour vous, si votre projet est bien, si il s'inscrit dans
dans une région où vous avez grandi, vous avez de la famille, si, voilà, on sait que vous croyez en votre projet. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la manière dont vous allez le démontrer et vous allez le présenter aux bailleurs. Donc il faut que vous parliez leur langue. Si le bailleur s'intéresse à un critère, il faut que vous le parliez de ce critère-là. Votre projet, ne vous ayez pas de doute, il est formidable, mais ce n'est pas ce qui intéresse le bailleur. Le bailleur, il a ses grilles, et donc vraiment, enlevez la partie émotion, sentimentale. Ne vous sentez pas insulté si le bailleur vous pose des questions qui piquent un peu sur la rentabilité. Mais comment ça, rentabilité? Mais c'est le projet de ma vie, c'est pas grave. Mais si, ouais, d'accord. Donc vraiment, mon conseil, c'est oublier l'émotion et discutez entre professionnels. Ça, c'est important. Et peut-être un dernier point, c'est que je crois beaucoup en la diaspora. Et donc, on en a parlé là pendant ce panel, le financement participatif qui va toucher la diaspora va être un bon lancement, un bon déclencheur. Les gouvernements, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait essayer de faire que vos projets en Afrique s'inscrivent dans des plans nationaux. Les gouvernements sont très friands en ce moment et j'espère, en tout cas je pense pas, mais j'espère que ce n'est pas une mode. Donc on parle beaucoup de repatriation, etc., de la diaspora, j'y crois beaucoup. Et donc si vos projets arrive à fédérer la diaspora, c'est un bon point pour vous. Merci Salim. Luc Olivier, rapidement pour Encore conclure. Vous l'avez là, votre minute. Elle C'était était vraiment passée, très court. Merci beaucoup, merci beaucoup vraiment à faciliter le concept. Moi j'ai 3 points. Le premier, c'est le networking. Réseauter. Discuter avec des personnes qui sont différentes de vous, qui peuvent vous apprendre des choses tout le temps. Ne restez pas enfermé dans ce que vous savez déjà, ça vous appauvrit. Parce que par définition, choisir, c'est renoncer. Le réseau, c'est la clé. Deuxièmement, éduquez-vous. Éduquons-nous. Formons-nous. Apprenons à comprendre comment pense l'autre qui n'est pas comme moi. Je veux savoir comment pense le Chinois. Parce que je veux lui vendre une destination. Je veux savoir comment pensent les Américains. Et en fait, on a souvent une approche à faire des choses entre nous. C'est une erreur fondamentale. Les grandes entreprises qui réussissent, évidemment, vous regardez, les sources de financement viennent de plusieurs endroits. Donc, networking, éducation. La dernière des choses, essentielle, investissement collectif. Sortons de « je vais investir pour moi, pour mes enfants », ça n'a aucun sens. Vos enfants vont aller à l'école avec une personne qui n'a pas bénéficié de votre effort. Votre enfant va demander un travail quelque part où demain, c'est une personne que vous n'avez pas aidée qui va lui donner cette opportunité. Ce sont les 3 points et évidemment, on travaille sur ces sujets-là et si on a l'occasion de se reparler, je développerai plus. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos intervenants, s'il vous plaît? Merci pour tous ces éclairages. Notre échange donc touche à sa fin, messieurs, et je vous demande de ne pas partir pour la photo de famille avec notre photographe juste là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils vont faire quoi là?